Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Décrypteco, qui est simplement décryptage économique. Ici, chaque soir, nous allons prendre 30 minutes pour débattre sur une question d'actualité. Et aujourd'hui, nous parlons de la réduction du train de vie des institutions, un sujet qui fait parler de lui depuis une décennie. Des gouvernements se sont succédés sans pour autant que cette mesure gouvernementale ne soit mise en œuvre de manière concrète afin de soulager la charge sur les dépenses publiques qui sont déjà contraignantes. Et c'est en 2020 que le chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au terme de ses consultations politiques, a retenu cette recommandation de ses différents interlocuteurs et visiblement le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation devrait donc l'implémenter. Alors, quel régime minceur à appliquer par les futurs gouvernements de l'Union sacrée de la nation? Cette question, nous allons débattre autour de ça avec M. Serge Mahabé. Bonsoir M. Serge. Bonsoir M. Eric. Je rappelle que M. Serge est économiste juriste et spécialiste en finances publiques. Et d'ailleurs, il a un ouvrage qui est sous presse. Cet ouvrage s'intitule « Droit et économie des finances publiques ». En République démocratique du Congo. Donc c'est un ouvrage qui est édité par l'Harmattan. On a également M. Valery Madianga, qui est chargé de communication de l'Observatoire de la dépense publique et en même temps journaliste et chercheur en finances publiques. Bonsoir M. Valery. Bonsoir Eric. Nous avons un troisième co-débatteur, c'est M. Bienvenu Matumo, qui est activiste, membre de la Lucha qui est un mouvement lutte pour le changement, ici en République démocratique du Congo. Il est en même temps doctorant en géographie sociale et politique à l'Université Paris 8. Et il faut le préciser que c'est aussi un énarque de la promotion Lumumba. Je pense que fut la première promotion. Oui, c'est exactement cela. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, Monsieur Serge Mahabé, vous êtes un spécialiste en finances publiques. Pourriez-vous nous décrire actuellement la configuration des dépenses publiques, des dépenses qui sont contraignantes? Une très bonne question. D'abord, de précision avant de poursuivre. Je dois aussi citer l'institution au sein de laquelle je preste en tant que chercheur. Pour l'instant, c'est le think tank Ishango, que vous connaissez très bien. J'en suis le cofondateur et l'un des membres très actifs. La deuxième précision que je voudrais donner ici, c'est que, en ce qui concerne le régime minceur de finances publiques, le mot qui me convient, avec lequel je me sens à l'aise, c'est la soutenabilité de nos finances publiques. Pour la bonne et simple raison que la progression de variables démographiques dans notre pays, et même d'autres variables, nous obligera toujours à devoir augmenter nos dépenses publiques. Mais ce qu'il faut plutôt avoir à l'esprit, c'est la cohérence de nos dépenses par rapport à nos recettes. On voudra bien réduire le train de vie de l'État, mais ce qui serait convenable du point de vue des finances publiques, c'est d'inscrire la gestion des finances publiques dans un cadre soutenable, c'est-à-dire permettre à l'État de gérer en sorte qu'il tienne compte de sa capacité de mobilisation de recettes pour faire face à ses engagements. Cela étant précisé, je voudrais donner une statistique toute récente en ce qui concerne la configuration des finances publiques aujourd'hui, c'est qu'en 2020, l'État a engagé près de 103% de dépenses en comparaison des recettes collectées. Ça veut dire que lorsque vous avez des recettes et des dépenses de l'autre côté, les dépenses ont représenté 103% des recettes collectées, ce qui signifie en termes de finances publiques que l'État enregistre un déficit structurel de 3%. Pour l'année budgétaire, l'exercice budgétaire 2020. En termes simples, l'État vit au-dessus de ses moyens. Parce que là, nous ne parlons que de dépenses courantes par rapport aux recettes collectées. Et c'est gravissime. Ça veut dire que dans n'importe quel ménage, dans n'importe quelle entité, vivre avec un déficit structurel, ça veut dire difficilement compressible, ne peut pas permettre de faire face
à l'avenir. Et l'avenir ici, pour le Congo, c'est l'investissement en infrastructure. Et là, on se plaint depuis quelques jours de la pénurie d'eau courante à Kinshasa, des quelques difficultés de desserte en électricité dans certains milieux, et même dans l'arrière-pays. C'est 10% seulement de la population qui aurait accès à cette électricité. Donc, on a sacrifié les investissements au profit de dépenses courantes. Dépenses courantes essentiellement dédiées aux institutions, et ces institutions qui sont pour la plupart politiques. Merci beaucoup. Je pense que M. Valery a aussi quelques chiffres, puisque l'ODEP aujourd'hui a parlé, par exemple, de l'année 2020, environ 60% des dépenses publiques totales qui ont été consommées rien que par les rémunérations. Encore faudrait-il identifier la part revenant aux fonctionnaires et agents publics de l'État, puisque le gros de cette enveloppe constituant 60% des dépenses totales est consommé pratiquement par les institutions. Effectivement, Eric, il y a vraiment un problème au niveau de nos finances publiques, surtout en termes de mobilisation des recettes. L'État est vraiment en difficulté. Ça fait aujourd'hui, je pense que les gens parlent de 2020, depuis que l'ancien président Joseph Kabila était là. C'est le même problème. Lorsque vous regardez la ligne en termes de mobilisation des recettes internes, même avec l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, vous constaterez qu'on n'est pas arrivé à 5 milliards. On est nagé entre 3,5, 4 et on n'a pas atteint 5 milliards en termes de mobilisation des recettes internes. Et c'est la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État, les gouvernements se succèdent, mais il n'y a pas de réformes. Il n'y a pas de réformes structurelles pour permettre à ce que l'État ait plus de moyens. La grande réforme que nous, au niveau de la société civile, que nous avons toujours recommandée, c'est la numérisation des administrations financières, c'est-à-dire la DGDA, la DGI et la DGAD, pour qu'on puisse créer cette liaison entre les pouvoirs centraux et les provinces. Vous constaterez que nous avons des secteurs tels que les ITPR. La grande recette collectée au niveau des ITPR, c'est la vente des véhicules immobilisés. Mais le service n'est pas au courant combien de véhicules ont été achetés, par exemple, par le gouverneur du Nord Kivu. Ils ne sont pas au courant. On présente des recettes juste de la ville de Kinshasa. Mais le Congo n'est pas Kinshasa. Il y a un véritable problème. C'est pourquoi nous avions soutenu qu'on puisse avoir des réformes pareilles pour permettre à ce que, si par exemple le gouverneur au Nord Kivu achète un véhicule, c'est directement au niveau de Kinshasa, le véhicule est enregistré. Les motivations, par exemple, pour immobiliser un tel véhicule, doivent être connues au niveau de Kinshasa. Et lorsqu'on fait des ventes aux enchères, les recettes entrent directement au niveau du Nord Kivu, mais c'est connu au niveau de Kinshasa. Et ça permet à ce que l'État ait assez de moyens. Donc pour vous, la réduction du train de vie des institutions ne pose aucun problème tant que les recettes iront grandissantes. Effectivement, ça ne pose aucun problème parce que je vais vous expliquer un fait. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le tableau au niveau des institutions, toutes les institutions, nous prenons la présidence, la primaire, les institutions politiques, au moins consomment pratiquement 700 millions de dollars américains. Si vous additionnez avec les provinces, nous atteignons les 1 milliard. Pratiquement en termes de fonctionnement et rémunération de tous les personnels politiques ainsi que leurs animateurs. Si maintenant vous additionnez avec les agents publics, nous atteignons pratiquement les 2 milliards parce que depuis que l'actuel président est arrivé au pouvoir, il y a un accroissement des effectifs qui sont pris en charge par l'État. Pratiquement aujourd'hui nous sommes à plus de 200 000 agents qui sont pris en charge par l'État et la majorité proviennent de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Seulement ces secteurs de l'enseignement primaire, primaire et secondaire et technique, en 2021, on peut juste atteindre 800 000 qui seront pris en charge par l'État. Vous voyez, ces poids-là, c'est ce qui fait en sorte que tout ce qui a comme recette collectée, on l'utilise pour les rémunérations. Donc, si on comprend bien, vous reprendrez la parole pour enrichir. Monsieur Bienvenu Matomo, c'est à peu près 1 milliard de dollars américains qui est consommé rien que pour
les rémunérations et les fonctionnements des institutions politiques, tel que l'a dit Valérie Madiane. Oui, si on se tient à ces chiffres soutenus par Valérie, qui est spécialiste à la question, ça montre très clairement que les autorités politiques opèrent de mener des réformes pour rééquilibrer la distribution des finances publiques, mais des recettes publiques. Parce qu'il ressort très clairement qu'il y a des inégalités marquantes entre l'élite politique, donc quand je parle d'élite politique, je vois les institutions de la République, et le reste de la population, les autres couches de la population. Et donc si on ne peut pas améliorer notre capacité à collecter les recettes, on doit avoir le courage de pouvoir équilibrer la répartition de ces recettes. Donc la réduction du train de vie a tout son sens. Mais oui, aujourd'hui, il faut rééquilibrer parce que tout citoyen a le droit de vivre dignement dans ce pays. Et pour vivre dignement, il faut avoir accès aux services publics. Et les services publics doivent être mis en œuvre ou bien doivent être fournis par l'État congolais. Et donc, si l'État congolais consomme l'essentiel de son budget dans le fonctionnement des institutions, dans le paiement des salaires, au détriment de l'investissement dans les services publics, ça pose problème aux couches démunies qui ne peuvent pas accéder à des salaires exorbitants pour se payer certaines charges. Aujourd'hui, par exemple, pour la question de l'eau à Kinshasa, il y a des familles aisées qui viennent des institutions, mais qui animent les institutions, qui ont construit des forages dans leurs parcelles. Alors que les familles démunies, dans les quartiers préfets de Kinshasa, n'ont même pas les moyens de se construire un forage. Ce qui participe à l'accroissement de ces inégalités. C'est pourquoi nous disons dans notre document fatimitique que nous avons publié, il faut réduire les traits de vie, rééquilibrer ces dépenses publiques et aussi considérer que nous sommes dans un moment où on doit faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est aussi les institutions doivent réduire leurs salaires, doivent réduire leurs frais de fonctionnement pour permettre que ces frais soient réinvestis dans d'autres secteurs plus importants qui peuvent fournir des services publics à l'essentiel de la population. Mais est-ce que dans votre fatchimétrie, vous avez proposé une quotité en termes de réduction de ces trains de vie dont vous préconisez? Alors nous, on n'a pas proposé de quotité, nous ne sommes pas des spécialistes de la question, mais nous pensons que si l'État engage un cadre de dialogue entre toutes les couches de la société congolaise, on peut arriver à trouver un modèle qui va permettre à chaque couche de la société, l'élite politique, l'élite économique, les populations, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, de pouvoir avoir accès aux recettes qui sont générées par l'État congolais. Parce que c'est anormal que 80% des recettes soient consommées par quelques individus. Si on prend l'essentiel des personnes qui sont dans les institutions, ils sont moins des millions animent les institutions de la République, y compris dans les entités territorialisées et provinciales. Donc si l'essentiel doit être captivé par ces personnes-là, il y a des fortes inégalités. Nous tous sommes Congolais. Et moi j'aime la théorie d'Amartya Sen qui dit les capacités. On ne doit pas exclure les gens à pouvoir bénéficier des recettes qui sont ici de leur propre pays. Peu importe la position qu'ils occupent. On doit pouvoir mettre en place l'équité pour que si moi je suis enseignant, que je sois payé dignement par rapport à ce que je fais comme travail. Et si je suis politicien, je dois aussi être payé dignement et décemment par rapport à ce que je fais comme travail. Mais c'est anormal qu'un politicien, un député puisse avoir $6,000 et qu'un enseignant touche par exemple $200. Cet écart est immense. Aujourd'hui, la Lucha recommande aux institutions, au chef de l'État, au Premier ministre, au futur Premier ministre et à tous les chefs des institutions de pouvoir réduire leur rémunération à louer à leurs membres de cabinet, à eux-mêmes, ainsi de suite, et à réduire aussi toutes les autres charges, notamment de voyage, tout ça lié au fonctionnement de leur institution. Mais oui, nous sommes très clairement, depuis des années, on le dit, on doit réduire les salaires, les émoluments des acteurs politiques, on doit pouvoir rééquilibrer la notion des frais d'émission, parce que ce n'est pas normal qu'un fonctionnaire qui est engagé pour faire le travail, entre autres la mission fait partie du travail, qui soit payé d'une manière supplémentaire parce qu'il fait une mission. Ce n'est pas normal qu'un député qui touche ces émoluments soit payé pour une session extraordinaire, alors que dans son cahier de charges, c'est écrit session ordinaire, éventuellement session extraordinaire. Donc ce sont des équilibres qu'on doit faire. Si on veut faire des sacrifices pour sauver ce pays, pour faire avancer ce pays, on doit pouvoir aussi faire des sacrifices à terme de rémunération pour les personnalités qui sont mieux payées. Merci beaucoup. Monsieur Serge Mahbé, vous êtes spécialiste en finances publiques. Quelles sont les rubriques
qui pourraient faire l'objet de coupes? Merci beaucoup, cher Eric. D'abord, il faut préciser que depuis 2011, notre pays s'est doté d'un cadre législatif en matière de finances publiques, c'est-à-dire la loi relative aux finances publiques, dont l'intégralité, l'application intégrale pose problème jusqu'à ce jour. Dans ce cadre législatif, il est prévu que l'État devra désormais orienter sa gestion des finances publiques sur une base de programmes et sur une base aussi pluriannuelle. Cela signifie quoi exactement? Cela signifie que plutôt que de procéder à des saucissonnages, des mesurettes conjoncturelles, des recrutements à la va-vite, il va falloir inscrire la gestion des finances publiques dans la durée, c'est-à-dire dans la pluriannualité, et en les alignant sur des programmes transversaux. Par exemple, si vous avez programme éducation à la citoyenneté, qui pourrait comprendre le ministère de l'Éducation, le ministère de l'EPSPT, le ministère ainsi de suite. Mais depuis quelque temps, les politiciens se sont arrangés pour bénéficier d'un moratoire, en sorte que ces cadres législatifs soient toujours repoussés à plus tard. Et on espère bien que l'exercice budgétaire prochain verra cette application intégrale se faire. Alors, je reviens dans le cadre législatif pour dire aussi que la loi a connu aussi une application avec des mesures, des décrets que le Premier ministre Matata avait pris en son temps. Dans ces décrets, il est dit qu'auprès de chaque ordonnateur, il doit y avoir des comptables. Il est difficile aujourd'hui de dire dans quelle catégorie de dépenses on va effectuer des coupes, tant que les cadres de contrôle des finances publiques sont aujourd'hui laissés passifs. Quels sont ces cadres de contrôle des finances publiques? D'abord, les comptables. Le décret, je veux dire, les règlements généraux sur la comptabilité publique, mais aussi les décrets portant statut des comptables, prévoient qu'auprès de chaque ordonnateur, il devait y avoir un comptable qui doit vérifier la soutenabilité des finances publiques, enfin des dépenses engagées, leur opportunité est laissée à la liberté de l'ordonnateur, c'est-à-dire du gestionnaire, mais quant à l'effectivité même des décaissements, c'est le comptable qui doit vérifier. Et auprès de chaque ordonnateur, ce cadre-là n'est pas toujours mis en application. Alors, il faut noter aussi que ce qui complique la gestion opportune, efficace des finances publiques, c'est le fait que le politicien ne supporte pas que la loi elle-même soit mise en application. Prenons le cas de la Cour des comptes. La Cour des comptes est chargée de veiller à la certification des comptes de l'État. Certifier les comptes de l'État signifie que lorsque le gouvernement a présenté son projet de loi de règlement, ça veut dire le projet de loi portant réduction des comptes, il va falloir que la Cour constate que ces dépenses, enfin, les dépenses publiques ont été certifiées sincères. Comme ça, l'année budgétaire prochaine plutôt, nous pourrions revoir quelles sont les rubriques qui ont été en quelque sorte des goulots d'étranglement pour la gestion des finances publiques au niveau du pays. Donc, donner une réponse aujourd'hui de manière abrupte, que c'est dans telle rubrique qu'il faut procéder, qu'il faut réduire les dépenses publiques, je trouve que ce ne serait pas cohérent. D'abord, M. Valéry a donné quelque chose d'un détail très important. Les dépenses qui aujourd'hui affectent l'efficacité de la dépense publique, sont les dépenses de fonctionnement, en particulier dans le secteur de l'éducation. Mais comment voudrez-vous que sur les 800 000 enseignants, chiffre qu'il venait de donner tout à l'heure, ou sur les 800 000 personnels de l'éducation nationale, on puisse réduire le train de vie? Ça sera difficile. Prenons encore un autre détail. Vous savez que depuis quelque temps, même les frais de fonctionnement des institutions ne sont pas payés, dans certains cas. Les voyages, il n'y a pas de mission de service à l'extérieur. Mais pour autant, les finances publiques ne sont toujours pas soutenables. Ou la gestion des finances publiques n'est toujours pas soutenable. Mais parce que les recettes ne sont pas... Exactement. Et là, vous venez de donner là une piste intéressante. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'élargir l'espace budgétaire. J'entends par élargir l'espace budgétaire, trouver de nouveaux moyens de mobiliser les recettes, soit en étendant l'assiette fiscale, soit en renforçant le civisme. J'ai bien aimé ce que M. Valéry a relevé tout à l'heure en ce qui concerne les recettes du secteur des ITPR. Mais ils ne sont pas les seuls. Combien de dignitaires, de notables, de personnalités dans la vie de Kinshasa payent l'impôt sur le revenu foncier, sur le revenu locatif, pardon, et l'impôt foncier? Ils ne sont presque pas là.
Et c'est réservé à quelques individus étrangers. Même lorsqu'on parle de vignettes, pour ne prendre que des impôts des catégories provinciales, on ne paye pas. Donc, l'élargissement de l'espace budgétaire ici inclut à la fois les civismes, mais aussi la multiplication d'autres sources de revenus pour l'État. La réduction des taux pour permettre peut-être aux citoyens modestes de devoir payer parce que la charge de l'impôt peut être plus lourde pour eux, en sorte que si les taux est fixé à un certain niveau, ils ne peuvent pas. Donc moi, je ne suis pas dans l'optique forcément de réduire de manière, je vais dire, intuitive les trains de vie de l'État sans qu'au départ, on procède par une analyse responsable. Je voudrais terminer pour dire que, comme nous avons maintenant un nouveau Premier ministre, que devrait-il faire s'il faut implémenter cette mesure? Parce que c'est une vision, c'est une recommandation partie de la base qui est arrivée au niveau du chef de l'État. Et le chef de l'État l'a dit publiquement qu'il fallait réduire le train de vie des institutions. Que devrait faire le Premier ministre pour implémenter cette mesure? Alors, très sommairement, comme ça nous allons très brièvement, je voudrais dire que le Premier ministre devra se doter d'un cadre d'analyse structurelle. Il devra s'inspirer, par exemple, de ce qui se passe en France. Le Premier ministre est assisté par un conseil d'analyse économique qui est piloté par des grands experts, des professeurs d'université, des très hauts niveaux, qui peuvent analyser la trajectoire des finances publiques qui sont soutenables ou pas. Parce que le dire comme ça verbalement, ça ne suffit pas. Je vous donne un exemple tout à fait banal. Les provinces, il y a très longtemps, ne bénéficient même pas des rétrocessions. Donc l'État a déjà, de facto, réduit son train de vie. Les provinces... Pour réduire les salaires des gens, faudrait-il un comité qui s'assoit? Non, je dis un comité qui analyse la trajectoire des finances. Je vous donne un exemple. À mon avis, de facto, les trains de vie de l'État a été réduit. Mais ce qui pose problème, ce sont les dépenses structurelles. Si on a créé des structures auprès du président de la République, dont la pertinence est laissée à la libre discrétion du chef de l'État, mais comment va-t-on réduire les trains de vie? On va enlever la coordination pour le changement de mentalité, ou c'est pas... Encore que, si vous le ramenez... réduire, je pense que Bienvenue a dit tout à l'heure, il faut réduire les rémunérations, réduire le prime, réduire le frais d'émission, ainsi de suite. À mon avis, à mon modeste point de vue, ça serait sans impact. Ça serait... L'impact de cette réduction de vie ne sera pas aussi considérable. En sorte que nous risquons de nous retrouver devant une illusion, même parce qu'en 2020, il y a eu trop peu d'émissions. Il y a eu trop peu de primes. Il y a eu trop peu de rétrocessions en 2020. Mais pour autant, l'État n'a pas réussi à faire face à ses engagements. Ce qu'il nous faut, et j'insiste là-dessus, premièrement, c'est de créer un cadre d'analyse structurelle. Par exemple, un comité d'analyse économique pourrait voir, est-ce qu'il est possible de prendre un engagement autre qu'auprès du FMI et de la Banque mondiale, peut-être auprès des marchés financiers, pour pouvoir financer le développement du pays. Est-ce qu'il va falloir, par exemple, réduire un impôt? Quel est son impact? Si nous n'avons pas une gestion de cette manière-là, ça sera difficile. Et deuxième chose, plutôt que de parler des réductions, il faut parler de soutenabilité. Dans la soutenabilité, on voit à la fois l'élargissement de l'espace budgétaire, la réduction du train de vie, mais de facto, et c'est mon analyse personnelle, les dépenses qui obèrent aujourd'hui les finances publiques, ce sont des dépenses structurelles, pour la plupart. Les dépenses des primes de fonctionnement courantes, qui sont conjoncturelles, à mon avis, ne pèsent pas trop lourd. Ça représente 16% quand même, 16 à 17% de dépenses totales. Mais on peut prendre aujourd'hui des statistiques à l'appui que, comparé, prenons le cas, lorsque nous sommes en 2018-2017, vous savez que les dépenses courantes de l'État étaient, les dépenses de fonctionnement des institutions, étaient moindres par rapport à aujourd'hui. Et pour autant, je ne me rappelle pas, en ces années-là, qu'il y ait des retards, des rétrocessions en province. Parce que ça, c'est un problème très sérieux. Merci beaucoup, M. Serge Mabé. Nous allons revenir à vous pour développer vos deux propositions. Monsieur Valdry Madianga, vous avez une réaction par rapport à ce que M. Serge a dit tout à l'heure? Effectivement, j'ai une réaction. J'aimerais dire qu'il est possible de réduire les trains de vie des institutions. Comment? Parce que nous avons présenté plusieurs scénarios, je pense que ça fait aujourd'hui 4 ou 5 ans, que nous présentons toujours des scénarios qu'il est possible, lors de l'élaboration de la loi des finances de l'année, qu'on puisse réduire les trains de vie des institutions. Comment on va le faire? Vous avez d'abord au niveau de la première institution du pays, la présidence de la République, il y a un service qui date de 2013, suivi des recommandations de concertation.
les concertations sont déjà passées. Mais jusqu'aujourd'hui, ces services fonctionnent et reçoivent le frais de fonctionnement et les gens sont rémunérés. Quel est, en termes d'impact, quel est le rapport par rapport au fonctionnement des institutions? C'est-à-dire que ces services est appelé à disparaître. Parce que les concertations ont eu lieu en 2013. Aujourd'hui, ça n'a pas de raison d'être. Deuxièmement, vous avez les vice-primatures. Chaque année, nous avons 4 vice-primatures. Vous avez le ministre, il est vice-premier ministre et il est ministre. Cela veut dire quoi? Il a 2 cabinets. Il a d'abord son cabinet en tant que vice-premier ministre et il a encore un autre cabinet comme ministre. Le ministre de son secteur. C'est dans ces jeux-là qu'on essaye d'étoffer, d'aligner beaucoup de gens, surtout à la prime. Vous avez par exemple certains de nos frères qui sont payés par des listes additives qui ne sont pas sur arrêté du ministre. Mais ils sont payés par des listes additives. C'est-à-dire, vous avez... Puisé dans le fonctionnement. Oui, également, c'est ça. Vous avez une liste qui reprend, par exemple, un arrêté, qui reprend 70 membres, et une liste additive avec 200. Ça vous fait pratiquement 270, et puis ça vient gonfler le fonctionnement, et ça vient gonfler encore la rémunération. Vous avez des lignes, par exemple, frais secrets de recherche, vous avez frais spéciaux d'intervention, vous avez... donc, ces 2 lignes-là, il y a... Si vous lisez la circulaire portant exécution de la loi de finances de l'année, vous verrez que ces 2 lignes sont réservées, par exemple, à des ministères clés. Par exemple, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur. Parce que vous avez les services spéciaux qui doivent fonctionner et ils ont besoin, par exemple, de frais secrets de recherche et ils ont besoin de frais spéciaux d'intervention. C'est normal que les 2 ministères aient ces lignes-là. Mais lorsque vous regardez, vous feuilletez les budgets, vous constaterez que ces 2 lignes reviennent au moins dans chaque service. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien que toutes les 2 lignes reviennent. Il est possible de restructurer et de capter ces fonds, les affecter dans des services, par exemple des services sociaux. Nous avons par exemple la question de l'agriculture, nous avons la santé, qui souffre et qui ne reçoit presque rien. Alors on peut faire mieux. Il y a une autre question très importante, le décret fixant les nombres de membres de cabinet, le décret fixant le nombre de membres de chaque cabinet de ministres. Ça date de l'ancien Premier ministre Gizenga. Je pense que le nouveau Premier ministre peut prendre un décret pour fixer les seuils. On ne peut pas comprendre que dans différents ministères, vous avez un ministre qui a 100 personnes dans son bureau et il y a des qui dorment dans des cabinets qui ne font rien, qui ne produisent absolument rien. Mais à la fin de l'année, ils sont rémunérés. Je pense qu'à ce niveau-là déjà, nous pouvons beaucoup gagner en restructurant d'abord le nombre des membres dans chaque cabinet de ministres. Un autre aspect qui pouvait être dans le cadre de la réduction des trains de vie des institutions, vous avez cette problématique de fonctionnement des commissions parlementaires au niveau du Parlement, Assemblée nationale comme le Sénat. Vous savez que tous les budgets, lorsqu'on dit non, il y a des dépassements, mais c'est là où ça se passe. Vous avez par exemple l'ECOFIN qui fonctionne lorsque, à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances de l'année, vous constatez, d'abord, ils sont pris en charge par la Banque mondiale, à travers les projets Profit Congo. Ils sont pris en charge. Mais ils demandent encore à l'État de leur donner de l'argent. Donc, ils sont pris en charge doublement, je peux me dire triplement, parce que un député... Et l'Assemblée encore. Ils sont encore payés, parce qu'à la fin du mois, ils gagnent leurs émoluments. Pendant les 40 jours des travaux en commission, ils exigent à chacun, par exemple, $7 000. Et ça, nous sommes au courant parce que nous sommes habitués de travailler avec eux. Et à la fin du mois, ils le gagnent encore. Et la commission ECOFIN, c'est la commission où vous verrez, il y a plus de députés. Il y a plus de députés. Des fois, c'est plus de 100 députés là-bas qui veulent aller travailler. Donc, vous voyez donc, il faut que le Premier ministre puisse instaurer la discipline budgétaire. Il faut qu'il y ait discipline budgétaire pour éviter que les fonds de l'État puissent s'évaporer parce qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup.
Et lui, il n'aura pas la chance, je sais parce que nous regardons déjà les indicateurs économiques et nous regardons les contextes économiques. Il ne pourra pas faire mieux. Cette année, c'est difficile parce que nous avons la question du coronavirus à gauche-droite et il y a beaucoup de problèmes. Je ne crois pas qu'il pourra mobiliser mieux. Donc, il est possible qu'on fasse des économies. Lorsque vous faites tous ces tableaux-là, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il est possible que nous pouvons capter déjà cette année plus de 1,3 milliard à travers la réduction des trains de vie. C'est les tableaux que j'avais là dans ma machine que je regardais, parce que ce sont des scénarios que nous avons déjà faits. On a recommandé à l'ancien Premier ministre qui vient de partir, mais ça n'a pas été le cas. Je crois que cette fois-ci, il est possible, avec un minimum de volonté politique, de réduire sensiblement les trains de vie des institutions. Et cet argent, nous avons toujours recommandé, ça peut permettre de financer l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est ce qui peut aujourd'hui booster tout ce que nous avons besoin en termes d'alimentation, lutter contre la malnutrition, et ainsi de suite. Parce qu'il n'est pas bon qu'on dise que la RDC, il y a beaucoup de malnutris. Ça fait très mal. Et pourtant, dans notre pays, 75% de la population vit de l'agriculture. Merci beaucoup, M. Valéry. Je pense que vous soutenez en fait la rationalisation des dépenses. Il faut vraiment rationaliser à tous ces différents postes que dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Et c'est un travail que vous recommandez à ce que le gouvernement de la République puisse s'en charger afin de pouvoir voir dans quelle mesure implémenter. Alors, M. Bienvenu Matoumo, est-ce que cette option de rationalisation de dépenses liées au fonctionnement et aux rémunérations des institutions de la République est-elle une option politique ou technique, purement technique à implémenter? Non, je pense que c'est les deux à la fois. C'est à la fois une option politique, parce que c'est les choix politiques des nouveaux animateurs des institutions de pouvoir faire des sacrifices à terme de rééquilibrage de salaire. Par exemple, si un député, un ministre touchait ce moment 15 000 $, qu'il accepte de faire sacrifice, de revenir à 10 000 par exemple. On essaie de récupérer des marges nécessaires parce qu'on est dans un état où on veut poser des actes de sacrifice pour aller de l'avant et financer d'autres secteurs. Est-ce que c'est ça l'entendement du chef de l'État lorsqu'il a parlé de cette réduction? Ben oui, j'imagine. Et deuxième chose, c'est un choix technique parce qu'il faut qu'il y ait des techniciens qui peuvent réajuster les salaires, les frais de fonctionnement, les frais d'émission, les primes, et voir qui sont les personnes qui apparaissent sur plusieurs listes de primes. Je pense qu'il y a quand même ces bruits qui courent dans tous les sens, qu'il y a certains ministres, certains hauts fonctionnaires qui apparaissent sur beaucoup de listes de primes. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un choix politique majeur pour dire, nous voulons réduire les trains de vie des institutions. C'est entre autres accepter qu'on réduise les salaires aujourd'hui, mais aussi qu'on augmente à d'autres couches qui n'ont pas et investir dans d'autres secteurs qui peuvent produire de la richesse et créer de l'emploi. Mais aussi, si on fait cette option de réduire, on doit aussi se mobiliser pour accroître notre capacité à collecter les recettes. Il faut améliorer notre système fiscal parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui échappent au fisc. J'ai débattu il y a quelques semaines avec un ami comment est-ce que l'État gère les boîtes qui travaillent en ligne. Comment l'État arrive à capturer les impôts sur les maisons allouées à travers les sites internet, les bookings ou bien les Airbnb que j'ai vu, ça se développe à Kinshasa. Comment l'État arrive à collecter des impôts et des taxes foncières sur ce genre d'activités immobilières. Donc il y a un travail de mobilisation des recettes, de mettre en place des stratégies pour accroître les recettes, mais aussi de réduire pour rééquilibrer. Et donc, si on réduit et on accroît, on peut toujours, dans les 10 ans qui suivent, encore hausser les salaires des gens et d'une manière équitable pour que aussi ceux qui étaient inscrits aux ressources du pays soient inclus à travers, dans un premier temps, le rééquilibrage, mais aussi dans un deuxième temps, ils pourront connaître une croissance, une augmentation des salaires parce que l'État aurait déjà mobilisé l'argent. Et cela signifie qu'il faut lutter contre la corruption. Parce que ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Ce sont les pratiques banalisées qui permettent à l'État congolais de ne pas captiver l'essentiel de ses recettes. Et par rapport à ça, qu'est-ce que la Lucha propose? Nous, on propose très clairement, concrètement, le président de la République doit
accroître ou bien doit renforcer sa politique de répression contre la lutte contre la corruption. Ça, c'est un élément. Parce qu'au sein, il a un discours sur la lutte contre la corruption, mais les actes qu'il pose, ou bien les actes posés par ses collaborateurs ne sont pas rassurants pour l'instant. La preuve, c'est l'agence de lutte contre la corruption qui a été attrapée menue dans une affaire rocambolesque de détournement ou bien de braquage financier à Access Bank. Ça ne rassure pas. Deuxième chose, c'est aussi réduire la taille du gouvernement. Parce que plus on a une taille importante du gouvernement, qui est par ailleurs moins efficace, on l'a vu par le gouvernement Ilukamba, ça engage beaucoup de cabinets, ça permet aussi de multiplier les administrations. Parce que, par exemple, l'administration publique, chaque ministère a droit à avoir une administration publique, un secrétariat général. Donc, si vous mettez 80 ministères, vous obligez l'administration, la fonction publique, de trouver 80 administrations ou bien secrétariats généraux. Et ça pose problème, c'est un coût financier important. Et donc, si on réduit à 30 ou bien 40, ça permet d'avoir 40 secrétaires généraux comme administration d'appui au ministre. Et l'autre élément, c'est que le cabinet, j'ai aimé le point de Valérie, on doit réduire la taille des membres du cabinet. Un cabinet n'est pas un cadre technique, c'est un cadre politique. Mais on voit aujourd'hui, dans un cabinet politique, c'est là où se traitent tous les dossiers administratifs. Et l'administration publique est dépouillée de ses fonctions. Un secrétaire général n'a plus de contrôle sur l'administration publique. C'est les ministres avec ses amis qui sont venus, qui souvent ne comprennent rien du fonctionnement de l'administration publique, se permettent de faire des contrats, ils vont chercher leurs amis ici et là, on le voit, la notion de commission, rétrocommission a été développée dans ce pays parce que les gens n'ont pas voulu respecter l'administration publique. Et donc nous disons, on réduit la taille du gouvernement, on réduit la taille des membres du cabinet, et on lutte efficacement contre la corruption par des actes sérieux. Cela peut permettre de captiver une masse monétaire qui peut être réinvestie dans d'autres secteurs ou alors améliorer les conditions de vie des couches défavorisées comme les militaires, comme les policiers, comme les fonctionnaires et ou alors investir dans l'agriculture, le tourisme et d'autres secteurs de production qui peuvent créer de la richesse et par ailleurs créer de l'emploi. Merci beaucoup, M. Serge Mabé. Rationalisation des dépenses, optimisation de la collecte des impôts et taxes, disons de la fiscalité en général et même la parafiscalité, et puis renforcement ou lutte contre le coulage de recettes publiques. Est-ce possible d'y parvenir? Très bien, merci beaucoup. Si oui, comment? Merci beaucoup, Eric. Je voudrais rapidement revenir sur 7 chantiers, parce que vous m'avez posé une question, je voudrais y répondre de manière didactique, parce que c'est ça l'objet de votre émission. Nous avons disserté sur le plan scientifique, mais je voudrais quand même donner 7 chantiers. Le premier chantier pour la réduction du train de vie de l'État, avant de revenir à l'optimisation de la collecte des impôts, c'est l'audit sur les agents fictifs. Parce que ces phénomènes continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Et il est nécessaire que le Premier ministre en fasse un chantier prioritaire. Dans certains ministères, comme le ministère de l'EPSP, ou l'EPSP aujourd'hui, vous avez dans le service comme le service SECOP, il y a certains responsables qui avaient placé des cousins, des cousines, des tantes, qui ne font rien et qui ne se présentent même pas à ces services. Donc il est nécessaire qu'en ce qui concerne la réduction du train de vie de l'État, l'audit sur les agents fictifs soit le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est auditer la régularité des agents de l'État, des agents en fonction de l'État qui travaillent. Parce qu'en réalité, j'ai deux amis qui disent qu'ils ont un numéro matriculé au ministère du Commerce extérieur, mais qui ont une boutique à Banzalemba où ils vendent, ils sont engagés à la DGRK, alors, il va falloir identifier, inspecter les agents qui sont régulièrement présents au lieu du service. Parce que ça ne sert à rien de dire j'ai un numéro matricule, l'État ne me paye pas, alors qu'en réalité, vous ne faites rien pour l'État. Alors, troisième chantier, ce sont les institutions délibérantes. Vous avez à peu près 609 élus au niveau central et à peu près 700 élus au niveau provincial. Ce sont des institutions qui phagocytent justement le recette de l'État. Rien que l'Assemblée nationale et le Sénat, à eux seuls, consomment les gros des dépenses des institutions politiques. Or, ce sont des élus, ceux que nous avons élus. Moi-même, j'ai été élu par le passé. Je disais que nous ne servions à rien. Parce que, en son temps, le député provincial de Kinshasa touchait, lorsqu'il venait d'être élu, à peu près 10 000 $ le mois. Et c'était des recettes
obtenus avec de chantage sur le gouverneur de province. Il est possible aujourd'hui qu'une loi, peut-être élevée, c'est là au niveau d'une loi, que le salaire, les émoluments d'un député provincial, qu'est-ce que je dis, doivent être plafonnés à 1 500 $. Comme ça, ne pourront être prédestinés à ces rôles d'élus que ceux qui ont la vocation d'aider le Congo. Et au niveau national, les émoluments d'un député national devront être plafonnés à 2 500 $, y compris ce qu'ils appellent les invisibles. Très rapidement. Alors, quatrième point, lutte contre la corruption. Et là, bienvenue l'a bien rappelé, mais la lutte contre la corruption ne sera pas efficace tant que dans le domaine des finances publiques, la Cour des comptes ne sera pas réhabilitée. Et je voudrais revenir sur un point. Il faut que les magistrats prêtent leur serment. Serment. Pourquoi, Eric? Je voudrais revenir très rapidement. Parce que seule la Cour des comptes a la capacité de mettre en DB de gens qui manipulent le DB. Mettre en DB, ça signifie ils demandent à ce que les personnes qui ont enregistré des manquants dans leur compte, y compris pour ceux qui ont des manquants de bonne foi, vous pouvez gérer par votre négligence. Il s'est fait que l'État a enregistré un manque à gagner. Vous devez payer. Vous engagez votre responsabilité personnelle et pécuniaire. Parce qu'en attendant, la justice peut faire 7 ans. Un procès, un juge peut faire 7 ans. Mais la Cour des comptes peut accélérer les processus de récupération des deniers publics qui sont coulés. Alors, sixième point, c'est la réduction de la taille du gouvernement. Là, bienvenue encore rappelé. Mais je voudrais revenir sur un deuxième point qui est très technique. Ce sont les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. En fait, nous avons une loi. Une loi qui nous permet, la loi aux finances publiques, qui nous permet aujourd'hui de faire en sorte que lorsque une ligne budgétaire ne permet pas d'assurer les dépenses de l'État, on peut la verser vers une autre ligne budgétaire. Et cette loi n'est toujours pas appliquée. C'est ce que nous appelons la fongibilité asymétrique des dépenses. Ça, c'est dans la loi relative aux finances publiques. Ça signifie que dès que nous avons les budgets programmes, nous pourrons voir par exemple que ici, cette ligne budgétaire consomme trop ou est sous-consommée, on peut la réorienter vers une autre ligne budgétaire. Et pour cela, il est nécessaire que le Premier ministre, le gouvernement qui sera mis en place, puisse faire en sorte que la loi relative aux finances publiques, ainsi que ses mesures d'application, telles que matérialisées par le décret du Premier ministre, puissent devenir opérationnelles. Et c'est très important. Alors, je conclue pour ce qui concerne la mobilisation de recettes. J'ai la faiblesse de penser qu'en réalité, la réduction du train de vie de l'État n'est pas, à mon avis, le plus grand enjeu en ce moment. Pourquoi? Parce que l'État s'est déjà engagé dans des dépenses structurelles incompressibles. Le chiffre donné par notre amie Valérie en dit long. 800 000 agents du seul secteur de l'enseignement qui devront, cette année déjà, toucher leur salaire. C'est structurel, c'est incompressible. Ce qu'il nous faut maintenant, ce n'est pas forcément construire les murs de lamentation, nous plaindre dessus, mais c'est plutôt élargir l'espace budgétaire. Pour moi, il faut que le Premier ministre ait le courage de lever une option. Doit-on continuer la coopération structurelle ou conjoncturelle avec le FMI, auquel cas nous devons accepter toutes les conditionnalités, y compris l'austérité budgétaire et donc la crise que nous devons vivre, ou plutôt, il faut obtenir une négociation avec d'autres espaces financiers, des pays ou des marchés financiers, pour financer le développement du pays. Ou l'autre possibilité qui est conjoncturelle et qui me paraît la plus urgente, c'est créer un cadre d'analyse pour voir, avec le levier fiscal dont nous disposons aujourd'hui, les impôts locaux, provinciaux et nationaux, les taxes et tout ce que nous avons comme leviers fiscaux, comment nous pouvons faire en sorte que l'État puisse rentrer dans ses droits? Parce que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas une évaluation permanente de nos moyens d'impôt. Et sans cette capacité d'analyse pour savoir l'impôt, par exemple, tout à l'heure, on nous parlait de la taxe sur le véhicule vendu. Et ça sera votre conclusion, puisque nous allons tout droit vers... Merci beaucoup. Oui, alors, très rapidement. Ma conclusion, c'est de dire qu'il est temps pour le pays, avec le dynamisme que l'on peut attacher à la jeunesse du Premier ministre, il est temps que le pays puisse gérer ses finances sur base d'une analyse structurelle. Tout ce que nous disons, c'est conjoncturel. Il y aura toujours 200 millions, il y aura un jour 200 millions de Congolais dans ce pays. Il y en aura 300 millions à un horizon donné. Et donc les dépenses ne feront que croître. Ce qu'il nous faut, c'est déranger nos cerveaux en sorte que nous puissions élargir notre espace budgétaire tout en rationalisant la dépense. La seule contrainte de réduire le train de vie de l'État me paraît très réducteur. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est réfléchir sur comment élargir l'espace budgétaire, y compris en allant vers des perspectives comme le partenariat public-privé, lorsqu'il le faut, y compris sur la privatisation de certains patrimoines de l'État. Prenons le cas même du patrimoine immobilier de l'État. Vous savez que certains immeubles de l'État dans cette ville sont loués
à 500 $. Je connais des appartements très bien situés dans cette ville, dans lesquels les résidents, les locataires de l'État, payent 200 $ le mois. Alors que dans le même quartier, vous avez des gens qui paient 5 000 $ le mois pour le patrimoine privé. Donc ça aussi, c'est un cas d'analyse qui permet à ce que l'État puisse réfléchir à comment il agit son espace budgétaire. Merci beaucoup, M. Serge Mabé. M. Valérie Madiamba, votre conclusion. Oui, c'est difficile de conclure un sujet aussi intéressant. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que le Premier ministre peut rapidement faire, c'est on peut compresser la taille du gouvernement et que quelques ministres peuvent travailler avec les secrétaires généraux qui sont là parce que vous savez que le ministre vient là, il doit travailler directement avec l'administration qui maîtrise très bien le travail, qui a l'expertise technique. Nous voyons, nous avons nos frères qui sont au sein de l'administration, ils travaillent très bien. On peut par exemple fusionner quelques ministères et mettre à la tête un ministre qui va très bien travailler. Et on peut avoir au minimum 25 ministères. Je crois que ça peut très bien marcher. Il n'est pas dit que parce qu'il faut respecter la géopolitique, tout ça, il faut que chaque province ait un ministre. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise théorie. Si nous voulons, par exemple, réduire le train de vie des institutions, il faut aussi le patriotisme. Il y a aussi un problème de le respect de la loi relative aux finances publiques auquel notre frère a fait allusion ici. Cette loi n'est pas respectée du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, faites un tour, posez même la question au ministre entrant. Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà lu la loi relative aux finances publiques? Il y a des difficultés. Il y a des ministres qui ne connaissent même pas ces crédits. Pourtant, au début de l'année, le ministre du budget communique les engagements périodiques. Il peut communiquer pour chaque mois et le ministre, à son niveau, il sait quel est le seuil de crédit que je peux consommer pendant cette période. Il y a des ministres qui ne connaissent pas. Est-ce que ça, il faut qu'on commence encore à les enseigner? Il y a aussi un problème de choix des animateurs qu'on est en train de propulser au sein du gouvernement. C'est vraiment un problème. C'est pourquoi, moi, je pense que tous ces politiques qu'on nomme comme ministres, ils doivent se rabattre sur l'administration. Parce que tous ces experts qui sont au sein de nos administrations, ils maîtrisent très bien cette loi. Parce que vous constaterez chaque année, on parle toujours de dépassement budgétaire. Dépassement budgétaire. Pourquoi? Parce que les autorisations d'engagement, c'est le seuil minimum à utiliser au courant de la période. Si par exemple vous dépassez, la Cour des comptes, la Cour des comptes doit maintenant travailler à cette période. Et sanctionner. Parce que la nouvelle loi de 2018 sur la Cour des comptes, il y a même des tribunaux qui sont créés. Il y a le parquet financier qui est là, qui doit en principe fonctionner. Je pense qu'avec les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale, parce qu'on nous avait dit que c'est l'ancien régime qui bloquait, nous espérons que l'actuel président de la Cour des comptes, qui a fait plus de 10 ans comme intérimaire, je m'excuse, pourrait être soit confirmé ou bien on peut changer. Parce que nous avons des magistrats qui sont là, qui ont suivi la formation et qui sont compétents, qui peuvent bien travailler. Pour terminer, j'aimerais dire aussi qu'au niveau de l'administration, il faut que le Premier ministre donne l'instruction qu'on ne recrute plus. Parce que nous avons l'impression qu'on recrute chaque jour. Si un ministre arrive, il veut satisfaire les membres de son parti politique. C'est ce qui continue à asphyxier l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous avons pratiquement plus d'1 million d'agents qui sont payés. Demain, vous verrez, on vous parlera de 2 millions. Ils viennent d'où? Ce sont des gens qui viennent des partis politiques. Il faut, par exemple, un élu, il avait promis, non, vous serez engagé. Tout ça. Donc, tout ça, ça contribue à la réduction du train de vie des institutions. Donc, il y a des mécanismes et des décisions qui peuvent être prises dès que le Premier ministre entre en fonction. Ça ne demande pas 3, 4, 5 jours. Merci beaucoup, M. Valéry. On va prendre la conclusion de M. Matoumo très rapidement. Très rapidement, je voulais rappeler que le Congo a aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants. Et plus de 50% sont jeunes. Ça signifie qu'il y a un besoin croissant à terme d'encadrement social, à terme de services publics. Et pour financer ces services publics, il faut de l'argent. Donc la réduction du train de vie
des institutions, mais aussi l'accroissement de la capacité de collecte des recettes devient un impératif sur lequel le prochain gouvernement doit s'atteler. Avec le taux de croissance annuelle de 3,06% par année, si on n'encadre pas cette jeunesse qui est montante, on va vers une crise sociale. Et les inégalités croissantes aboutissent à un conflit social. Donc on a intérêt aujourd'hui à pouvoir réduire, mais aussi accroître pour rééquilibrer et redistribuer les recettes publiques d'une manière équitable, efficace, pour permettre à chaque citoyen de participer à la ville. Et moi j'aime bien la théorie de David Harvey qui dit le droit à la ville. Chaque citoyen doit avoir le droit à bénéficier aux ressources d'une nation, aux ressources de son espace dans lequel il vit. Et dans l'espace dans lequel nous vivons, c'est le Congo. Donc moi, citoyen Matumo, j'ai le droit de bénéficier des aménités, mais aussi des ressources valorisées dans mon pays. Et cela, c'est vraiment une exigence sur laquelle le gouvernement doit absolument travailler. Sinon, d'ici 20 ans, cette ville, ce pays risque de connaître une explosion sociale. Et c'est dangereux. Nous avons des forêts, nous avons des groupes armés, je rappelle encore que Boko Haram a été créé sur fond de crise sociale. Et donc, si on ne fait pas attention à mettre en place des encadrements sociaux, nous risquons d'aller vers un conflit territorial, bien un conflit, social, qui n'est pas bon pour un pays qui se veut émergent d'ici 2030. Merci à vous, monsieur. Bienvenue Matumo. Merci également à monsieur Valery Madianga et à monsieur Serge Mabé pour vos différentes lumières que vous avez pu mettre autour de cette question, cette problématique aussi vitale pour les finances publiques de la République démocratique du Congo. Je pense que les débats se poursuivent et vous serez le bienvenu à pouvoir participer également dans ces cadres de réflexion, dans ces cadres d'échange, vous qui nous suivez à la maison et ceux qui seront intéressés à pouvoir participer à cette émission, nous sommes ouverts. Il suffit de nous contacter, nous allons pouvoir vous donner cet espace. Merci beaucoup à vous et bonne soirée à tous.